Bonsoir, bienvenue à cette conférence Quand le métal te parle. Nous sommes en direct du Centre de formation de métallurgie de Laval. Je me présente, je suis Éric Cousineau, le directeur adjoint qui gère ce centre. Donc ce soir, via la conférence, on va vous présenter les trois programmes que nous offrons ici, c'est-à-dire fer-blancherie, soudage-montage et l'ASP en soudage haute pression. Le but de cette conférence est d'allumer vos passions pour le métal. Donc, sur ce, je vous laisse entre les mains de notre animateur, un enseignant du centre, M. Fabien Dirian. Donc, bonsoir à tous. Bienvenue, comme dit, au Centre de métallurgie de Laval. Donc, je suis enseignant ici depuis 8 ans en fer-blancherie. Le but de cette conférence, en fait, c'est de vous montrer des gens passionnés par le métal et en espérant que le métal va vous parler et vous donner l'envie, justement, de venir faire cette formation, que ce soit en soudage, montage, haute pression ou fer-blancherie, afin de découvrir des super beaux métiers et des métiers surtout très en demande et avec un avenir très prometteur. Tout au long de la conférence, vous pouvez poser vos questions via Facebook et de temps en temps, on va regarder pour y répondre. Mais quand nous allons entrer dans les ateliers, bien sûr, je vais pouvoir mettre mon masque car nous allons voir des enseignants en soudage et des élèves qui vont vous transmettre leur passion du métal. Donc pour commencer, on va se diriger vers les pièces qui sont affichées dans le corridor pour la formation en soudage-montage et en fer-blancherie. Donc en fait, si vous ne rêvez pas dans un bureau enfermé, que vous avez envie d'avoir des défis, de pouvoir de vos propres mains changer du métal dans des pièces diverses et variées dans l'industrie partout au Québec, vous avez un échantillonnage sur ces tables qui vous montre un peu sur quoi on travaille au centre au niveau de la fer-blancherie. Par exemple, pour ce petit avion, quand on le découpe au laser pour l'assemblage, la rose a été faite par des soudeurs. C'est un peu plus artisanal, mais ça peut faire partie du métier aussi. Par exemple, vous avez aussi des pièces un petit peu plus conventionnelles, comme ici, vous avez un petit foyer de camping qu'on peut voir sur divers réseaux sociaux. Vous allez apprendre à fabriquer. En fait, toutes les pièces que vous voyez ici vont vous permettre de développer votre dextérité, votre vue au niveau de tout ce qui est fabrication du métal. Et tout ce que vous voyez ici, c'est en fait, ça va vous amener à l'industrie. Ça va vous amener à ce que recherchent toutes les compagnies. C'est-à-dire des gens qui aiment ça, qui sont capables de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Vous avez ici, par exemple, une pelle qu'on va voir sur les chantiers. Elle est fabriquée par des soudeurs-monteurs qui vont avoir une formation ici au centre. Et plus votre formation va s'avancer, plus vous allez rentrer dans des objets un peu plus complexes et vous allez être de plus en plus autonome. C'est ce qui est très recherché dans les compagnies, que vous soyez autonome, capable de prendre des décisions. Et si vous voyez par exemple ce foyer extérieur, c'est sur la fin de notre formation, avant que vous partiez pour l'industrie, on vous donne un plan, on vous laisse en fait en autonomie presque totale, toujours bien sûr avec nos enseignants, mais on vous demande toujours d'avoir une qualité presque irréprochable pour que quand vous sortiez, vous soyez déjà prêt pour l'industrie. Donc notre objectif en tant que centre, c'est de vous former pour qu'après ça, vous soyez prêt pour la grande vie en fait. Donc, vous avez aussi ici un exemplaire d'un nouvel ouvrage qui a été fait par des élèves d'ici. C'est donc notre barbecue. Et toutes ces pièces que vous voyez, en fait, elles ont été fabriquées par des élèves. Donc, nous allons nous rendre donc, en premier lieu dans l'atelier de soudage-montage. On va aller rencontrer une enseignante, Julie, qui va un peu nous présenter c'est quoi le métier et aussi surtout qu'est-ce qui lui a parlé à l'époque pour devenir soudeur. Et en même temps, vous allez pouvoir voir un peu les machines, comment ça fonctionne et aussi comment est-ce qu'on peut, à ce moment-là, arriver à partir de matériel de base à former des affaires. Donc, à partir de maintenant, je vais vous parler
mon masque parce qu'on va être proche des gens et on va mettre nos lunettes de sécurité. Donc vous pouvez me suivre. À ce moment-là, dans la partie soudage-montage, ça va être ici en fait, dans cet environnement-là qui ressemble à très proche de tout ce qui peut se faire dans l'industrie. Donc vous avez les tables pour faire l'assemblage. À ma droite ici, vous avez tout ce qui est les machines qui vont permettre de découper, former, plier, percer, etc. afin de réaliser les pièces que vous avez vues dans le corridor. Nos élèves, comme dans l'industrie, pour pouvoir fabriquer, ils vont avoir besoin de plans. Comme vous pouvez voir, le godet qu'on a vu à ce moment-là dans le corridor, on donne ce type de plan avec des détails de savoir quel morceau de métal aller chercher, comment il faut le découper et aussi c'est quoi qu'il faut faire avec. Donc, on va aller pouvoir rejoindre Julie qui est dans le fond de l'atelier avec un de ses élèves. Donc, suivez-moi. Donc, bonjour Julie. Salut. Donc, c'est une enseignante en soudage-montage. Je vais laisser se présenter avant de pouvoir continuer dans les questions. Donc, à toi Julie. Je m'appelle Julie, enseignante en soudage-montage. Ça fait 13 ans que j'enseigne. Ça fait 2 ans et demi que j'enseigne ici. C'est ça. Bon, parfait. Donc, en fait, ce qu'on voudrait savoir, en fait, c'est par rapport à l'industrie et ce que tu enseignes ici, en fait, c'est quoi le parallèle entre une shop et les ateliers qu'on a ici? En fait, ça ressemble quand même beaucoup à une shop parce qu'on a les tables de travail comme qu'il y a dans les ateliers. On travaille aussi beaucoup avec les plans. J'en ai un là-bas. L'élève va avoir à lire son plan, préparer ses pièces, comme qu'il a à faire dans une entreprise. Il faut qu'il prenne le temps de bien lire le plan. Ici, il y a toute la liste de matériel. Avant d'être capable de fabriquer ça, ils doivent tout le préparer. En industrie, ça dépend de l'industrie. Souvent, il va faire l'étape de A à Z, ou des fois, il y a des personnes qui vont préparer le matériel pour lui, puis il va juste avoir à assembler. Génial. Étant donné qu'on a la chance d'avoir des élèves avec nous, on va aller voir un peu l'outillage qu'ils utilisent. Est-ce que tu peux un peu nous montrer ce qu'ils ont besoin pour justement préparer leurs pièces et les fabriquer et un peu nous dire aussi si c'est des choses qu'on retrouve beaucoup dans l'industrie ou en fait, ça prend le tape pour commencer. C'est primordial de savoir bien lire son ruban à mesurer. On travaille beaucoup en impérial et en métrique. Souvent, ils ont à apprendre l'impérial parce que maintenant, dans les écoles, ils l'enseignent plus ou moins. Travailler avec les pouces, les pieds, les fractions. On travaille avec les millimètres aussi. On travaille beaucoup avec les équerres parce que quand on fait des assemblages, il faut que ça soit le plus droit possible. On a les pinces. Là, je suis dans tes affaires, je m'excuse. OK. On a les pinces qui sont là parce que, justement, ça nous sert de troisième main parce que souvent, là, il y a besoin de tenir ses pièces pour ne pas se blesser en même temps. OK, parfait. Donc là, vous avez un aperçu de l'outillage de base qu'on va utiliser dans les shops et qu'on utilise aussi dans le centre pour justement être le plus proche de la réalité. Donc, on te remercie. On va aller maintenant voir un élève qui est là-bas en ce moment en train de préparer une pièce. Donc, en attendant la passation de micro, ce qu'on peut aussi dire sur tout ce qui est soudage-montage aussi, c'est très varié comme industrie. Vous pouvez autant faire des petites structures comme vous pouvez aller souder sur des chantiers
comme le pont de Samuel Champlain récemment qui a été fabriqué, où les structures ont été soudées dans des shops justement de soudage. Ça peut être aussi réparer des pelles mécaniques, bien sûr. Vous pouvez aussi aller dans l'industrie pharmaceutique. Disons que le potentiel de ce métier est assez énorme. Donc, si jamais vous avez déjà une petite idée en tête de savoir qu'est-ce qui vous intéresse dans ce genre de métier, ben dites-vous que c'est possible de le faire. Dès que vous allez voir de la tôle, il y a des grandes chances que ça a été fait par un soudeur-monteur. Donc là, on va aller pouvoir rejoindre notre élève Nicolas, qui va un peu nous parler de sa formation. Donc bonjour Nicolas, merci de bien vouloir répondre à nos questions. Déjà pour commencer, ça fait combien de temps que tu es dans la formation? J'ai commencé au mois d'août 2019, donc ça fait 1 an et demi que je suis ici. Donc ça veut dire que tu as bientôt fini? Oui, j'étais censé finir au mois de février, mais la COVID nous a un petit peu coupé ça. Effectivement, on n'a pas eu trop de chance sur ce coup-là. Non. Peux-tu m'expliquer de quelle façon le métal te parle à toi? Le métal me parle du simple fait que j'aime ça contrôler les éléments autour de moi. J'aime ça pouvoir dire que, essentiellement, je suis un maître dans la fusion du métal. C'est quelque chose que j'aime bien, essentiellement. Effectivement. Ensuite, comment est-ce que tu pourrais dire que ce métier-là, donc le métal, le soudage, etc., ça rejoint ce que tu es toi? Ça rejoint le fait que je suis pas quelqu'un qui a toujours été bon à l'école. En général, j'ai beaucoup eu de la misère quand j'étais jeune. J'ai toujours travaillé dans la petite shop à mon grand-père, travaillé sur le bois, donc pour moi, c'était pratiquement un automatisme de transiger au métal. Oh, très bien, c'est une belle transition. Merci. Et si tu avais quelque chose à dire à ceux qui nous regardent en ce moment pour les inciter à venir faire le DEP pour justement aller dans ce beau métier qu'est le soudage-montage, ce serait quoi? Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas une tonne de façons pour le savoir. Si ça te passionne, ça te passionne. Si tu aimes ça, tu aimes ça. Donc si ça te parle, il faut l'écouter. Si ça te parle, il faut l'écouter, oui. Donc comme vous pouvez voir, notre très cher élève qui arrive sur la fin, qui a très hâte sûrement d'aller travailler en stage pour commencer. Donc effectivement, si vous avez un appel du métal, il faut vraiment l'écouter parce que vous allez voir, c'est un super beau métier. Donc là, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rejoindre de nouveau notre enseignante Julie pour qu'elle nous montre un peu les diverses machines qu'on peut rencontrer dans l'industrie. Donc, voilà. En attendant, venez avec moi, on va commencer à se placer pour voir la prochaine section. Merci. Donc ici, ce que vous pouvez voir, ce sont généralement dans les shops, ça ressemble beaucoup à ça. Donc vous avez un parc machine, c'est ce qu'on appelle un parc machine. Vous avez en fait l'endroit où on transforme le matériel de base. Donc vous avez des machines comme la rouleuse qui permettent de faire des cylindres, des tuyaux. Vous avez à ma droite ici une presse-plieuse, ça permet de plier le métal à différents angles. Justement ici, vous pouvez voir un élève qui va être sur le point de plier un morceau de métal, donc on va s'approcher pour voir. Donc comme vous pouvez voir, les machines sont généralement automatisées. On fait toujours très attention à la sécurité comme dans l'industrie. Et donc, comme vous pouvez voir, on part d'un morceau de métal à plat. Et après ça, je vais laisser quand même ma collègue Julie vous expliquer un peu le fonctionnement et comment ça s'opère. Donc, à toi. En fait, l'élève doit rentrer un programme. Un coup qu'il a rentré son programme, il fait juste placer son morceau d'acier à l'endroit. Il va peser sur une pédale, puis la plieuse va plier le morceau. Vas-y, peux y aller. Bon, c'est parfait ça. Et voilà. Donc là, vous avez une démonstration d'une machine, d'une presse plieuse. L'autre machine qu'on va aller vous montrer, c'est... On peut aller voir le cintreur. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir rouler l'acier. Donc, allons-y, allons voir ce que le prochain élève va réaliser pour nous. Donc, pareil, on a pris donc un morceau de métal à plat. On a pris un morceau de métal à plat. Et là, c'est un petit peu plus long, le processus, parce qu'il faut passer plusieurs fois le morceau d'acier pour qu'il devienne rond.
pour pas trop l'endommager. Donc, comme vous pouvez voir aussi, on fait toujours très attention à la Je peux leur mettre sécurité, dedans. car c'est des machines qui peuvent être dangereuses si on ne fait pas Oui, attention. effectivement. Les élèves, avant même de les utiliser, ils ont des règles de santé et sécurité à suivre. Parfait, ça. Fait que là, il va le rouler comme ça jusqu'à temps qu'il y ait la courbe désirée. Et si on regarde le travail qu'il est en train de faire, il est en train de fabriquer un petit chandelier. Fait que là, il n'est pas terminé encore, mais il a roulé chacun des morceaux de métal qui étaient plats. Il leur a donné cette forme-là. Bon, ben, c'est parfait. Donc, je te remercie beaucoup, Julie, pour cette Ben, merci à présentation. toi. Donc là, on a vu la partie, en fait, préparation des pièces. Souvent, ce qui arrive, c'est que le soudeur-monteur, il va préparer, assembler ses pièces. Éventuellement, dépendamment toujours de la compagnie, il va souder sa pièce sur place. Dans d'autres compagnies, tout est un petit peu plus séparé. Donc, après cette étape-là, il y a aussi des endroits où, dans l'entreprise où ils vont juste souder. Donc, ce que nous, on va faire, c'est qu'on va aller voir un autre enseignant, Christopher, qui, lui, va en fait nous parler un peu plus du procédé de soudage en tant que tel. Et ça va permettre, en fait, de mieux comprendre le processus qui est, en fait, la soudure. Bon, on a d'autres invités. Donc, ce sont aussi d'autres élèves. Donc, dans le centre, on a en fait séparé les pièces pour justement qu'on puisse, dans cet environnement-là, se concentrer uniquement sur comment apprendre la soudure. Donc, c'est bon. Donc là, j'ai mon collègue Christopher. Ah, on a un petit problème de micro, ce ne sera pas long. Génial. Je vois du direct. Donc, Christopher, enseignant en soudure. Donc, je vais te laisser te présenter. Et après ça, on continuera. Je continue le fait. Christopher, enseignant en soudure. Ça fait 8 ans que je travaille ici. Bienvenue au CFML. On va voir la partie soudage maintenant qu'on a vu la partie assemblage. Je vais vous inviter à venir faire un petit tour par ici. OK, on te suit. Let's go. Notre magasinier. On a aussi un magasinier, un magasin scolaire où est-ce qu'on emprunte les outils à l'aide d'une petite carte. C'est lui qui s'occupe de donner tous les outils le soir, évidemment, parce que le jour, c'est quelqu'un d'autre. Et ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut trouver dans une entreprise. Les ouvriers n'ont pas tout le matériel avec eux. Donc, il y a quand même un magasin dans chaque compagnie qui stocke les pièces qu'on a besoin souvent pour éviter que ce soit n'importe où. Les grosses entreprises vont fonctionner avec un système de magasin. Généralement. Les petites entreprises, c'est soit l'employeur qui va fournir les outils ou sinon c'est toi qui fournis les outils. Donc, on va faire le tour des départements de soudure pour vous montrer c'est quoi exactement, qu'est-ce qu'on fait avec la soudure un coup que le produit est assemblé. Et parfois, on va avoir à préparer des pièces avec les torches au feu, les torches oxyacétyléniques. Donc, ici, on a l'exemple, un de nos élèves qui est en train de découper des pièces. On appelle ça oxyacétylénique parce qu'on a deux gaz, on a l'oxygène et on a aussi l'acétylène. Dans ce cas ici, c'est du MAP, mais c'est des gaz qui sont pas mal semblables. Donc, le métal est en fusion, c'est ça qui est le fun ici, de s'amuser avec les torches, parce que le métal est en fusion. C'est là qu'on voit qu'avec juste du feu et un petit peu d'oxygène, on est capable de découper des pièces dans le métal, de même sans trop forcer. Fait que ça, c'est vraiment la partie le fun de pouvoir jouer avec les torches. Après ça, on a les procédés de soudage. On te suit, vas-y. Il n'y a pas de problème. Oh. Donc, oui. Donc là, on a un élève qui est en train de souder avec le procédé MIG, si je ne me trompe pas. Oui, c'est un procédé MIG, c'est le procédé semi-automatique. Il va attaquer sa pièce, la pointer, pour ensuite la souder. C'est un procédé qui est semi-automatique. Semi-automatique, ça veut dire qu'il y a des vidoirs de fil. C'est ça, regardez par ici. On voit le fil qui déroule. Puis, il fait juste peser sur le piton du gun. Et le fil va sortir du sol pour faire l'arc électrique avec la pièce. Donc, c'est des procédés qui sont semi-automatiques. On en a au fil solide. J'ai sorti d'autres exemples ici. On peut souder aussi l'aluminium parce qu'on ne soude pas juste l'acier quand on est soudeur. Dans l'industrie, on va souder plusieurs métaux, dont l'aluminium. Ici, c'est des points que les élèves ont fait aujourd'hui. Je leur ai fait faire des exemples aujourd'hui pour que vous puissiez voir c'est quoi souder à l'aluminium au procédé semi-automatique avec un MIG.
dans plusieurs positions. Comme celui-là ici a été soudé dans cette position-là. Par la suite, ils l'ont mis debout, ils l'ont soudé aussi debout. Donc, on va avoir à travailler dans toutes les façons parce que dans l'industrie, c'est pas vrai qu'on soude juste à plat. On va être dans plein de positions inimaginables. Plusieurs épaisseurs de matériel aussi. C'est plus mince. On va travailler avec les métaux qui sont plus minces, d'autres plus épais. Et ce que mon élève est en train de faire en arrière, c'est ici, c'est l'acier. Il a soudé avec de l'acier, avec le procédé semi-automatique, le MIG, au fil solide. Les fils comme ceux-là, ici, il y en a de toutes les sortes. On va en avoir en acier inoxydable, excusez. En acier, on va en avoir en aluminium, puis on va en avoir aussi en acier. On a aussi des fils qui sont fourrés, qu'on appelle avec une poudre à l'intérieur pour protéger la soudure. Dans ce cas ici, on a juste un gaz, si on voit ici au mur. On a des gaz qui viennent protéger la soudure en plus. Donc, comme soudeur, on va jouer avec des gaz, on va jouer avec l'électricité, on va jouer avec les métaux, toutes sortes de métaux, aluminium, acier inoxydable, cuivre, acier, acier doux, acier allié, acier à haute teneur en carbone, tous les types d'acier et tous les types de métaux imaginables. Ouais, parfait. Avant qu'on y aille, les procédés que tu nous as présentés dans l'industrie, quand ils sortent de notre DEP, est-ce que nos élèves sont prêts à affronter la réalité du travail? Oui, parce que qu'est-ce qu'ils voient ici? Il y en a beaucoup ici. Si on prend dans la région de Laval, surtout, on a beaucoup de procédés utilisés, c'est justement des procédés semi-automatiques. Il y a une étude qui a été faite dernièrement, je pense que 60 à 80 des industries utilisent des procédés semi-automatiques. Qu'est-ce qu'ils voient ici? C'est la réalité du marché du travail. Bon, ben, génial. Au moins, ça peut rassurer nos téléspectateurs que ce qu'on fait ici, ben, ça va servir plus tard. Oui, donc là, on s'en va. On va aller souder au TIG. OK, donc là, on va s'en aller du côté du TIG, qui est un autre procédé encore. Et on va suivre notre cher enseignant Christopher. Attention, Isaac. Donc, comme vous pouvez voir, les locaux ici sont faits vraiment pour apprendre tous les procédés. Chaque élève a sa cabine en plus. Chaque élève a sa cabine. Donc, un peu comme dans l'industrie. Un peu comme dans l'industrie, chacun a sa place pour souder. Exactement. Généralement. Ici, on a les procédés qui sont manuels. OK. On peut le montrer, c'est le même type de cabine, le même type d'atelier. Par contre, là aujourd'hui, on n'a pas personne, mais c'est des procédés manuels qu'on appelle. On va le voir un petit peu plus loin là, dans la visite de l'atelier. OK. Donc, comme vous pouvez voir, les locaux sont faits vraiment pour que chaque élève puisse toucher à tous les procédés de soudage. Et donc... Je veux juste prendre le temps d'expliquer qu'on fait des essais destructifs aussi. Parfait. Avec la presse ici, on va faire des essais destructifs, voir si la soudure est solide. Fait qu'on va pouvoir mettre les pièces là-dedans. À l'aide de la presse ici, qui est autour de 50 tonnes de pression, elle va pouvoir plier les morceaux ici, comme on va y mettre des échantillons là-dedans, on va le plier, savoir si la soudure elle résiste. C'est une autre façon de savoir si l'élève est bon et s'il a bien acquis les compétences. Bon, génial. Continue. On continue. Donc là, on s'en va du côté du TIG. Du côté de la soudure de précision. Après vous. Justement ici, il est juste là, on a un élève qui est en train de souder au TIG. C'est de la soudure de précision. C'est une soudure qui est faite sur acier inoxydable. Peux-tu nous montrer, Mathis, qu'est-ce que tu utilises? Ça, c'est la soudure un coup qui est finie, un coup qui est faite. Elle est faite avec la poignée qui est ici. Montre-nous la poignée, Mathis, s'il te plaît. La poignée qui est ici. L'arc électrique se fait au bout, tandis que l'autre, ce qu'on disait tantôt, on avait des procédés qui sont semi-automatiques. Le fil déroulait tout seul, tandis que celui-là, c'est un procédé qui est manuel. Il faut amener la baguette avec pour pouvoir faire une fusion. Donc, c'est une soudure qui est beaucoup plus précise parce que si on regarde ici, c'est très pointu. On va faire des soudures de précision à très basse température ou à haute température. Merci, Mathis. Et on peut retrouver ce type de matériaux dans quel type d'industrie? C'est une bonne question, Fabien. Oui, merci. Et on va retrouver l'acier inoxydable dans tout ce qui est industrie alimentaire, pharmaceutique, cosmétique. Après ça, on va l'avoir dans le médical. Les camions citernes, tout ce qui est alimentaire, beaucoup alimentaire, parce que c'est important que l'acier inoxydable soit utilisé dans l'alimentaire et dans le médical et pharmaceutique aussi. Dû à sa particularité, parce qu'il ne roule pas. Oui, exactement. Parce que c'est un matériel qui ne roule pas, donc on va l'utiliser pour les cuisines. Comme les frigos que vous avez à la maison, comme les éviers que vous avez à la maison, c'est un matériel qui ne roule pas. OK. Bon, ben, parfait.
C'est un avec des une- meilleurs procédés. ça. C'est ça. C'est le plus beau procédé de soudage ici. C'est ça. Ben, je te remercie pour Ça me fait toutes ces plaisir. belles informations. Donc, nous, on va continuer du côté haute pression. On Bonne va aller vous visite. montrer à quoi ça ressemble les ateliers haute pression. Donc, la haute pression, c'est le après DEP en soudage montage. La haute pression, en fait, c'est tout ce qui est la tuyauterie. Comme vous pouvez voir, on n'ira pas plus loin pour l'instant. Comme vous pouvez voir, les tuyaux ici, en fait, ils sont préparés, découpés par nos élèves, puis soudés pour qu'après on puisse faire passer des fluides à très haute pression, un peu comme du pétrole, des gaz, etc. Donc les soudures qui sont là sont parfaites. Il ne peut pas y avoir aucun défaut, sinon ça pourrait provoquer des déchirures de soudure et provoquer des explosions, etc. Par exemple, le type de travail qu'on pourrait faire avec l'ASP soudage haute pression, on pourrait aller travailler par exemple pour la raffinerie de pétrole de Montréal, qui eux ont justement beaucoup de ces tuyaux-là. Par exemple, le pipeline qui est supposé traverser le Canada pour transporter le pétrole albertain, ben, ça prend des soudeurs haute pression, ça prend une qualification en plus. Donc là, à ce moment-là, vous allez pouvoir aller sur des chantiers un peu partout à travers la province, le pays et même peut-être le monde, dépendamment votre dextérité. Donc là, c'est l'ASP, celle-là, elle dure à peu près 6 à 8 mois. Et c'est un complément en fait du DEP que vous pouvez faire de jour ou de soir dans l'année. Donc là, à partir de maintenant, on va pouvoir s'en aller voir un entrepreneur qui va venir nous parler un peu de c'est quoi la réalité du soudage montage une fois que le DEP est fini. Donc suivez-moi. Allons rencontrer notre invité. Bonjour. Bonjour. Donc là, je reprends mes notes parce que j'ai pas de mémoire. Donc je vous présente Monsieur François Sauvé des Industries Albert Davidson. Donc merci beaucoup d'être venu pour parler de ce beau métier qu'est le soudage montage. Donc je vais vous laisser vous présenter et aussi votre entreprise, qu'est-ce que vous faites pour commencer. D'accord. Alors, mon nom est François Sauvé. Je suis le propriétaire des Industries Albert Davidson. On est une compagnie installée depuis 1992 et depuis 2008 à Laval. Donc, on travaille exclusivement l'acier inoxydable, l'aluminium au TIG. On est axé justement sur les produits pharmaceutiques, alimentaires, industriels et manufacturiers. Donc, on est spécialisé dans tous ces beaux produits-là. Génial. Moi, j'aimerais savoir, une fois que nos élèves ils ont fait leur DEP, ils ont leur diplôme, c'est quoi que tu recherches chez un nouveau diplômé ou même chez un employé quand il vient chez toi pour travailler? Ouais, pour nous, c'est sûr que c'est une carte d'entrée. Un DEP, pour nous, c'est un symbole et un sceau de formation et de certification que les techniques de base ont été appris. Donc, pour nous, ça nous donne un bon potentiel pour former cet employé-là et l'aider à intégrer le marché du travail, mais ça nous donne aussi une certaine confiance. Moi, je connais bien le Centre métallurgique de Laval et les candidats qui sont sortis de cette école-là ont fait des très bons employés chez moi. Je le suggère fortement par la diversité des formations et des compétences qui ont été apprises ici et que j'ai pu voir refléter justement dans mon usine. Souvent, on les démontrait une nouvelle machine, une nouvelle procédé. Ils me disent « Ah oui, j'ai vu ça justement avec mon professeur » ou « Nous avons déjà pratiqué cette phase-là ». C'est quelque chose d'assez impressionnant à voir. Souvent, on a eu le malheur d'engager des gens qui ont un peu appris ça sur le tas. Puis, on ne voyait pas nécessairement la professionnalisme ou l'assiduité qu'on voit quand quelqu'un fait un DEP ou qu'il y a une certaine rigidité ou intégration scolaire, que c'est toujours un plus-value pour moi. Donc, sur un CV, quelqu'un qui a un DEP, ça parle fort. Ah, génial, merci beaucoup. Ma dernière question, ça va être en fait un peu plus personnel au niveau du métier. Étant entrepreneur, j'imagine que tu as dû déjà souder aussi un peu dans ta Exact. vie. Pour nos spectateurs, toi, qu'est-ce qui t'a parlé dans le métal pour faire ce métier-là? Pour moi, le métal, la soudure, le plus beau métier du monde, c'est soudeur TIG à l'acier inoxydable chez Albert Davidson. Puis, la raison pour ça, c'est parce que on transforme les idées des ingénieurs, des penseurs du Québec pour les transformer en modèles et en items qui sont
tangible et palpable. Donc, transformer le métal, le bain de fusion, la synergie qu'il y a entre le moment où on transfère, on transforme le métal, c'est quelque chose qui n'a pas de mots pour exprimer. C'est faire un peu... c'est comme avoir des pouvoirs extraordinaires. On transforme l'électricité, on fait chauffer le métal, on amène un bain de fusion qui amène une nouvelle dynamique. On fait des choses que des gens ne peuvent même pas imaginer. Puis la soudure, c'est ça pour moi. Transformer du métal, transformer des feuilles plates pour justement créer quelque chose de différent. L'opportunité qui m'est venue en achetant cette compagnie-là, c'était justement de comprendre ce qu'il y avait, le métal, les alliages. J'ai pu apprendre justement des étudiants qui étaient sortis de différentes écoles, qui m'ont appris certaines choses que je n'avais pas malheureusement appris. J'ai été scolarisé aussi au niveau de la soudure, mais les nouvelles techniques, les innovations sont extraordinaires, comme les arcs submergés, les machines à souder à contrepoint. Ces machines-là amènent une nouvelle dynamique qui m'intéresse, qui m'intrigue, puis que je vois aussi les gens arriver et pouvoir concevoir la transformation des métaux comme étant quelque chose d'extraordinaire. Parce que pour moi, c'est toujours très intéressant. Ben, merci beaucoup pour ce beau témoignage. Comme vous pouvez voir, on a un entrepreneur qui est hyper passionné. On a un élève finissant qui, dans vraiment pas long, va être sur le marché du travail, qui a la même passion et pourtant il vient juste de commencer. Donc vous voyez, quand le métal vous parle et qu'il vous parle pour vrai, ben, ça fait faire des belles carrières, ça fait vraiment une belle vie. Parce qu'on peut dire que ça vous ouvre une belle opportunité. Donc encore merci beaucoup pour ce passage et pour ce beau témoignage. Donc pour le soudage-montage à haute pression, on a fini avec ça. Mais ne vous inquiétez pas, on continue. On va aller maintenant dans le secteur de la ferblanterie, là où je suis enseignant. On va aller tout de suite rejoindre Mathieu Saint-Denis, qui est en fait un ancien élève du centre et qui est en ce moment sur les chantiers de construction. Il va pouvoir nous parler de ce métier de la construction qui est pas très connu. On vit avec tous les jours, on le côtoie très très souvent, mais quand on parle à quelqu'un de ferblantier, ça parle de personne. Donc en fait aujourd'hui ce qu'on va essayer avec cette conférence aussi, c'est de vous faire découvrir un métier que peu de gens connaissent. Le ferblantier, c'est 3 métiers. Donc vous avez la toiture métallique qui peut être aussi bien sur des maisons personnelles, ça peut être des compagnies, ça peut être tout ce qui est toiture métallique. Vous avez le revêtement métallique, un peu si vous regardez les Costco, Walmart, tout ce qui est la tôle un peu ondulée, c'est le ferblantier qui va le poser. Et pour finir, c'est la ventilation. Donc la ventilation, il y en a dans tous les bâtiments. Quand vous allez dans les galeries, vous lèverez les yeux et vous verrez, comme ce qu'on peut voir ici, des gros tuyaux. Ces gros tuyaux-là, en fait, c'est ça qui amène l'air dans les différents endroits, que ce soit dans des entreprises, dans des centres commerciaux. C'est ça qui ramène l'air. Donc ici, moi, en tant qu'enseignant en ferblanterie, ce qu'on essaye d'inculquer à nos élèves, en fait, c'est depuis le nouveau DEP, il y a beaucoup de pauses, c'est exclusivement porté sur la partie chantier de notre métier. Donc on leur montre, certes, un peu de fabrication, comme ce qu'ils sont en train de faire, qu'on voit au loin, mais aussi on leur montre les techniques de base. Donc c'est sûr qu'en sortant, ils ont encore 3 années d'apprentissage minimum pour pouvoir devenir compagnons, mais ils sortent d'ici avec un bon petit bagage. Donc pour nous parler de ça, on va aller rejoindre Mathieu Saint-Denis, qui devrait être plus très loin. Ben, il est là, parfait. Donc nous y voici. Donc je vous présente Mathieu Saint-Denis, donc ancien élève du centre de formation de métallurgie de Laval, et aussi un ancien étudiant d'ici. Un compagnon, ferblantier. Donc, merci d'être venu pour témoigner de ta passion de ferblanterie. Donc, je vais te demander de mais en fait de parler de la réalité des chantiers en tant que ferblantier, parce que comme on le sait tous les deux, c'est pas super connu. Donc, si tu pouvais un peu nous expliquer comment ça se passe sur les chantiers, c'est quoi les avantages, c'est quoi il faut faire attention, et ce que tu vis tous les jours, en fait, depuis que tu as fini ton DEP. Ah oui, bien dans le fond, on se rend sur un chantier, la compagnie elle va t'engager, ensuite tu dis où aller, tu arrives avec ton équipement. Là, ben souvent, on travaille à 2, tu vas avoir les
quelqu'un qui va donner le plan, l'autre va installer. Souvent, on travaille toujours en équipe de 2. Puis c'est en hauteur, fait que c'est quelque chose qui est super important aussi pour la sécurité. Ensuite, ben, on fait l'installation, on lit les plans, puis c'est un point qui est très important aussi, je trouve, c'est le cours que j'ai suivi ici, il y a 9 ans, à peu près, grosso modo. La lecture de plan, l'apprendre sur le chantier, c'est tellement pas idéal, c'est mieux de le voir d'avance, ce qui m'a beaucoup aidé justement là, pour pouvoir avoir, je dirais peut-être pas une longueur d'avance, mais pour savoir plus où m'aligner. Puis en même temps, ben, ça paraît pour avec l'employeur. Il n'y a pas besoin de faire de la formation. S'il y en a à faire, c'est juste un peu d'ajustement, des petites corrections ou quoi que ce soit. Puis après ça, ben, une fois que le chantier est terminé, ben, souvent, ils vont t'envoyer sur un autre chantier, puis tu transfères d'une place à l'autre pour faire de l'installation. Sinon, ben, tu peux aller sur une autre compagnie parce qu'elle a plus les pas ou quoi que ce soit. Ben, c'est des belles journées, puis il y a beaucoup d'avantages. Autant sur par rapport au métier, autant que pour faire le cours aussi. C'est très important, je crois. Je sais que toi, quand tu as quitté notre DEP diplômé, bien sûr, tu n'as pas tout de suite fait de la ventilation. Est-ce que tu pourrais parler un peu de ton expérience au niveau de la toiture, si je ne me trompe pas? Oui, j'ai fait de la toiture. J'ai fait de la toiture ancestrale. J'ai fait une saison d'été. En fond, c'est une saison complète. Là. On parle là, de mars à août, septembre, octobre. Des fois, même, il y en a qui finissent en décembre. Ils pètent la toiture avant de monter dessus. Bien important. Sinon, si le métal avec la neige, c'est vraiment pas bon. Non, c'est ça. Fait que j'ai fait ça. C'était une super belle expérience. Mais en même temps, ben, j'avais le goût d'essayer la ventilation. Fait qu'après ça, ben, j'étais allé en ventilation. Puis là, ben, c'était des chantiers plus... c'est différent. Ça va être des chantiers comme un peu plus structurés. Je ne dis pas qu'en toiture, ils ne sont pas structurés, mais c'est pas ça pendant tout ce que je dis. Mais c'est une grosse scène quand on tombe dans le commercial ou l'institutionnel, c'est vraiment une autre approche. Il y a des gens qui s'occupent de la sécurité sur le chantier. Après ça, il y a des gens, il y a même quelqu'un qui s'occupe pour les gros chantiers, il y a quelqu'un qui s'occupe de savoir si tout est correct, est-ce que l'employeur est correct avec toi, si tu vis d'intimidation ou pas, ou ces choses-là. Mais comme là, par exemple, j'ai déjà travaillé au CHUM à Montréal, puis c'était tellement énorme. On était une centaine de ferblantiers, là. Une centaine de ferblantiers là, à ce moment-là. Donc, vous pouvez voir que les possibilités en tant que ferblantier, même si c'est un métier qui n'est pas très connu, on a de la job. Et même encore maintenant, si on regarde avec les jeunes qui sortent diplômés, plus ceux qui s'en vont à la retraite, ben, ils ont du mal à en embaucher parce que justement, il n'y a pas assez de monde qui connaissent ce métier-là, qui est en fait, il faut aussi préciser que le ferblantier de ventilation, généralement, dans beaucoup de cas, ben, quand il arrive sur un chantier, le chantier n'est pas à mur ouvert. Donc, ça veut dire que quand on arrive généralement pour poser la ventilation, la carcasse du bâtiment est déjà fermée. Et on vient poser souvent à l'abri des intempéries. Même s'il fait froid, ben c'est sûr qu'avec la chaleur humaine du chantier, un peu, on est dans des bonnes conditions. Donc ici, à l'époque, quand il était là, on n'avait pas en fait la toiture ici qu'on avait, plus celle qu'il y a ici. C'était l'ancien DEP. L'ancien DEP qu'il a connu était plus axé sur la fabrication. Car c'était un DEP de ferblanterie et de tôlerie. Donc on avait la possibilité de pouvoir aller dans des shops pour justement fabriquer des pièces que certains de nos élèves qui ont bien voulu rester asseoir sont en train de faire. Le nouveau DEP, qu'il n'a pas connu malheureusement, qu'il aurait vraiment tripé dessus, c'est que la fabrication, on en a un tout petit peu. Ça représente à peu près 300 heures sur 1600 heures. Et en fait, la toiture que vous voyez en arrière de nous, les hottes qu'il y a ici, plus... en arrière, là où il y a les genres d'ouverture avec la tôle, ça fait partie de ce que nous on enseigne en ferblantier. Un dernier petit mot pour nos spectateurs. Si tu avais quelque chose à leur dire pour leur convaincre qu'il faut qu'ils répondent à l'appel du métal. Dans le fond, ce qui est super le fun avec la ferblanterie, c'est oui, il y a la ventilation, tout le monde parle de la ventilation, c'est le fun de la ventilation, mais il y a le siding. Il y a la toiture, il y a résidentiel, commercial, institutionnel. C'est varié, c'est facile de se trouver un emploi. Les limites, c'est juste
quelqu'un qui veut travailler à l'année, il y en a qui disent « ça slack » ou quoi que ce soit. Là. Quelqu'un qui veut, il peut, il va travailler tout le temps, puis c'est un des gros avantages. Puis en plus, on travaille tout le temps, on a toujours un toit sur la tête. On se fait pas pleuvoir dessus, en tout cas, c'est rare. Fait que non, c'est vraiment un super beau métier, puis moi, je suis heureux de l'avoir fait. Bon, ben, c'est génial. Merci beaucoup pour ce mot-là. Donc, comme vous pouvez voir, je te remercie. On va pouvoir continuer. Donc, comme vous pouvez voir, le métier de ferblantier, c'est un métier qui est vraiment très varié. Même si on va juste pour poser des docks de ventilation, comme on a dit, ben, dépendamment les compagnies, dépendamment l'endroit où vous allez aller, ce que vous aimez, parce que vous verrez si vous faites un peu des recherches sur la ferblanterie, on peut travailler n'importe où. Les avantages aussi de la construction, pour ceux qui connaissent, donc c'est des salaires qui commencent à peu près à 25 pièces de l'heure pour arriver à 40 pièces une fois qu'on est compagnon. C'est la médic, c'est plein d'avantages sociaux qu'on peut avoir. C'est sûr qu'avant, avec un DEP, comme disait Mathieu, ça aide beaucoup à arriver sur les chantiers et de ne pas être perdu. Donc là, on a vu quelqu'un de l'industrie. Là, on va aller voir une de nos élèves, Catherine, qui est là-bas en train de faire de l'assemblage. Donc, venez avec moi. Donc, en attendant, vous pouvez voir ce que nos élèves sont en train de fabriquer en ce moment dans l'atelier. Ah, salut Catherine. Donc, une de nos élèves. Bonjour, bonjour. Donc, on va commencer pour savoir, ça fait... oh, attention. Non, c'est ton micro qui n'est pas allumé. Les joies du direct. Donc Catherine, une élève ici, ça fait combien de temps que tu es dans la formation? On a commencé fin août. On a 10 compétences sur 15 de fait en ce moment. Okay. Là, dans les derniers jours, on a fait du soudage au TIG. Donc, la base du soudage pour pouvoir se débrouiller. On fait aussi de la fabrication de pièces de ventilation. Puis, on a commencé à apprendre la lecture de plans. Génial. Toi, le métal, qu'est-ce qui t'a attiré dans le fait de vouloir poser du métal? C'est quoi qui t'a parlé? Bien, je trouve ça attirant de partir d'une feuille de métal plate puis finir avec une pièce montée, rond, carré, peu importe la forme. Il y a aussi la ferblanterie en particulier qui m'a attirée parce qu'il y a 3 grands domaines qu'on peut faire. La ventilation, les toitures et le revêtement mural. Donc, c'est vraiment varié. Si un jour on est tanné, si un jour on veut faire du changement ou selon la saison, on va tout le temps avoir de l'emploi. Donc, c'est pas mal ça qui m'a attiré. Bon, ben, c'est génial. L'autre question, c'est la ferblanterie, on sait un peu tous, là, il n'y a pas beaucoup de monde qui sait ce que c'est. Toi, comment tu es amené à connaître la ferblanterie et presque comme par quel miracle ça s'est rendu à toi? Il y a beaucoup de publicité là, sur les réseaux sociaux. Puis moi, j'avais déjà une autre carrière avant, donc je me suis informée, c'est ça, avec Internet. Donc, okay. C'est pas mal ça. Puis aussi, mon conjoint qui est dans l'industrie de la construction m'a parlé de ce métier-là. Puis je me voyais là-dedans, là, physiquement, c'est pas trop dur. Donc, les femmes sont les bienvenues. C'est un des 10 métiers qui a le plus de femmes aussi, donc c'est encourageant. Puis, tous les avantages sociaux de la construction qu'on retrouve en ferblanterie, là, le fonds de pension, les bonnes assurances, les horaires plutôt stables, c'est pas mal attirant. Oh, ça donne envie. Et moi, ma dernière question, c'est pour nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, qu'est-ce que tu leur dirais pour les encourager à faire le pas pour venir faire ce beau métier que la ferblanterie? Bien, premièrement, venez écouter notre vidéo. Vous allez voir de quoi ça a l'air, nos installations. Il y a des portes ouvertes. Je sais, là, en temps de pandémie, c'est un peu plus dur, mais il y a plusieurs vidéos, il y a beaucoup de publicité. Puis je pense que c'est un métier qui gagne à être connu, là, justement, pour sa diversité, pour toutes les opportunités d'emploi, puis il manque du monde, donc venez voir de quoi ça a l'air. Ça vaut vraiment la peine. On a du fun, on installe, on fabrique, on soude, on plie. C'est vraiment varié, là. Il y a tout le temps à apprendre. Bon, ben, je te remercie beaucoup pour ce témoignage. Ça fait plaisir. Donc, comme vous pouvez voir, dans l'industrie de la construction, comme elle a dit, les femmes sont présentes. Donc, même si, malgré tout, on pense que les métiers de la construction, ça fait partie des métiers qui sont réservés aux hommes, de plus en plus, les femmes ont leur place. Pourquoi? Ben parce que d'une,
ça a été démocratisé au niveau de la santé-sécurité. On ne force plus comme avant. Les femmes sont les bienvenues parce qu'elles sont minutieuses. Elles ont toujours le souci du détail pour que ce soit bien fait. Donc, si vous pensiez que c'était peut-être pas un métier que vous alliez choisir parce que, bon, ben, il y a que des gars qu'on voit souvent, ben, venez nous en parler, venez l'essayer et avant de vous inscrire. Et après ça, ben, peut-être que vous allez trouver chaussures à votre pied. Maintenant, on va aller rejoindre une de nos collègues, Myriam Jikli, qui est en fait conseillère en formation. C'est elle qui va nous expliquer toute la procédure pour pouvoir accéder à ces métiers-là. Donc, bonsoir Myriam. Bonsoir tout le monde. Donc, Myriam, je vais te laisser commencer par te présenter. Qu'est-ce que tu fais dans le centre? Donc, bonjour, mon nom c'est Myriam Jutli. Je suis conseillère en formation scolaire ici au centre. Donc, j'accompagne les élèves vers la réussite. Je suis ici au centre 2 jours par semaine pour nos élèves. Parfait. Donc, j'imagine que ceux qui nous regardent, ils vont se demander, ben, j'aime ça, là, mais je suis pas sûr. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Donc, s'il y a des élèves qui souhaitent s'inscrire, bien, premièrement, pour s'inscrire dans nos programmes ici, ça prend du 4e secondaire. Par contre, il y a plein de cheminements qui peuvent mener vers nos DEP. Donc, j'encourage fortement les élèves qui ont un intérêt vers un de nos programmes à contacter le centre, à prendre contact avec moi, puis ça va me faire plaisir qu'on regarde votre parcours scolaire. Ensuite, ça, c'est première des choses. Ensuite, on a plusieurs départs par année, autant à l'automne qu'à l'hiver. Nos programmes sont ouverts aussi pour les élèves venant de l'étranger, parce que là, je sais, c'est un événement en ligne ce soir, puis je suis certaine qu'il y en a qui nous regardent. Donc, je vous encourage fortement à visiter notre site internet, métallurgielaval.com. Vous allez voir nos départs, des capsules, des vidéos, puis toutes les informations pour les inscriptions, parce que c'est important de mentionner que nos inscriptions, ça se fait en ligne complètement. Parfait. Durant la formation, avant un peu aussi, après, c'est quoi les services que tu es capable d'offrir à ceux qui vont venir nous rejoindre ici? OK. Donc, ici, au Centre de métallurgie, il y a le service à l'élève. Donc, je suis la principale personne qui travaille au service à l'élève. C'est un accompagnement personnalisé pour chacun de nos élèves tout au long de leur formation pour s'assurer qu'on les mène vers la réussite. Puis aussi, l'équipe du Centre de métallurgie, on est toujours là. Donc, on offre des services, par exemple, des élèves qui ont des difficultés autant scolaires que personnelles, des élèves qui veulent avoir de l'aide financière pendant leur parcours. Donc, c'est toutes des choses comme ça qui peuvent venir me voir. Voilà. Non, ben, c'est parfait. Merci beaucoup. Donc, en fait, Myriam est là aussi, autant pour vous que pour nous les profs, pour nous accompagner quand vous allez être dans nos DEP au centre de formation. On travaille beaucoup avec elle et peu importe qu'est-ce qui pourrait arriver au courant de votre formation, ça va être la première à vouloir vous aider et on va faire en sorte que nous aussi, les enseignants et toute l'équipe qui est autour d'elle, va permettre que votre formation soit la plus plaisante possible. Donc, si je peux ajouter quelque chose, bien ça sûr, vient. Je t'en prie. Je voulais dire aux élèves qui souhaitent s'inscrire de vraiment pas hésiter parce que c'est des programmes qui mènent vers beaucoup d'opportunités. Je pense que le marché du travail vous attend. Puis ce qui est important, c'est de choisir un métier vers lequel vous avez des intérêts puis une passion. Donc ça, c'est un message important à passer ce soir. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une dernière chose? Je pense que c'est les élèves d'un jour. Comment ça fonctionne? Oui, en fait, des élèves qui veulent faire un peu plus d'exploration. C'est sûr que présentement, on est en période de pandémie, donc c'est un peu plus difficile les activités en présentiel. Par contre, si vous allez toujours sur notre site internet métallurgielaval.com, vous pouvez vous inscrire pour élèves d'un jour. Par contre, plutôt que venir en présentiel pour rencontrer l'équipe, je vais vous mettre en contact avec un enseignant du programme désiré. Puis comme ça, il y a quelqu'un qui va répondre de façon personnalisée à toutes vos questions. Bon, ben parfait. Je te remercie beaucoup pour toutes ces informations plus administratives et qui sont très importantes si vous voulez nous rejoindre. Donc, en fait, on arrive vraiment sur la fin de notre conférence Quand le métal te parle. Moi, je me suis rapidement présenté comme étant enseignant ici. Je voudrais aussi vous parler un peu de comment moi, en fait, je suis retrouvé à aimer le métal. Ça remonte il y a quelques années quand même. J'ai fait un peu comme une genre de porte ouverte conférence et il y avait 21 métiers. Et je peux vous dire que quand le métal vous parle, là, il ne fait pas semblant. Sur 21 métiers, j'ai choisi un des 3 seuls métiers du métal, qui était donc tôlier en France. Et c'est juste parce que quand je suis rentré dans la pièce, il y a quelqu'un qui faisait du grinder avec des étincelles.
il y avait l'odeur, cette odeur particulière que malheureusement ce soir vous ne pouvez pas sentir, qui est propre au métal. Et aussi, il y avait l'aspect, comme on a pu voir dans les différents témoignages, de pouvoir façonner les métals à partir de plans, à partir de ce qu'on pense, utiliser des techniques que peu de gens connaissent, parce que ça prend quand même des gens passionnés comme les enseignants qui sont avec moi dans ce centre. Et j'ai commencé à travailler dans le métal en 1996, oui, le siècle dernier. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans le métier et j'ai jamais regretté mon choix. Donc, moi, ce que je vous encourage, c'est d'aller sur notre site, qui est Centre de formation Métallurgie Laval, désolé, j'ai toujours du mal à le retenir, métallurgielaval.com. Quand vous allez arriver là-dessus, vous allez avoir tous les renseignements que vous avez besoin, autant pour le soudage que pour la ferblanterie. Et moi, je vous dis, quand le métal te parle, n'hésite pas, écoute-le. Donc moi, je vous souhaite une très belle soirée et j'espère vous rencontrer dans vraiment pas long pour partager cette super métier. On remercie les élèves pour leur présence aussi. Je vous remercie encore et voici mon plus beau sourire pour la fin de la soirée. Au revoir!